La prise en charge des formes graves de prééclampsie requiert une stratégie conjointe entre obstétriciens et médecins anesthésistes. Lorsque cette prééclampsie débute précocement et que des complications sévères surviennent, la prise en charge doit impliquer également les réanimateurs pédiatriques et parfois même des spécialistes d'organes comme les cardiologues, les néphrologues ou des radiologues pour ne citer qu'eux, justifiant chaque fois que cela est possible le transfert des patientes, idéalement avant la naissance. La prééclampsie a pour caractéristique principale de générer des complications à la fois maternelles et fœtales. Indépendamment de la prématurité induite par les naissances provoquées avant terme, les complications fœtales de la prééclampsie sont principalement liées à l'insuffisance placentaire. Le RCU, qui peut parfois précéder la survenue d'une prééclampsie, est fréquent. Bien qu'inconstant, son incidence est 2 à 6 fois plus élevée que dans les troubles hypertensifs isolés de la grossesse. Les morts fœtales in utero observées dans la prééclampsie sont souvent la conséquence de l'hypotrophie. Les morts fœtales peuvent aussi survenir brutalement, notamment par le développement d'un hématome rétroplacentaire, toujours redoutable dans ce contexte, car il est souvent aigu et associé à des troubles de la coagulation maternelle. Les complications maternelles ne sont pas moins redoutables, car elles peuvent concerner de nombreux organes et être à l'origine de séquelles parfois irréversibles. Nous aborderons dans les prochaines diapositives les principales complications. L'éclampsie, bien sûr, qui est la plus caractéristique et qui se caractérise par une crise tonico-clonique. Elle constitue l'évolution naturelle du stade précessif qui est la prééclampsie. Les complications cérébrales et oculaires peuvent survenir indépendamment de l'éclampsie. Le HELP syndrome, lui aussi très caractéristique de l'affection, est une entité clinico-biologique associant une hémolyse, une cytolyse hépatique et une thrombopénie, parfois asynchrone en période initiale. Nous parlerons également de l'hématome rétroplacentaire, massif ou partiel, l'hématome sous-capsulaire du foie, rare mais d'évolution potentiellement dramatique car il peut conduire à un hémopéritoine. Il est souvent d'ailleurs associé au HELP syndrome et à des douleurs de l'hypochondre droit. Nous parlerons de l'œdème aigu du poumon cardiogénique, habituellement conséquence de l'hypertension artérielle, pouvant être la cause d'une surcharge volémique liée à un remplissage vasculaire excessif. Il est plus rarement de type lésionnel. Enfin, l'insuffisance rénale aiguë sera également abordée. Il s'agit habituellement d'une insuffisance rénale fonctionnelle d'abord, mais qui peut devenir organique. Elle est volontiers persistante, notamment après des hématomes rétroplacentaires massifs. La prééclampsie étant une affection multisystémique, il existe de nombreux diagnostics différentiels qui peuvent être évoqués en fonction des manifestations cliniques et biologiques. En pratique, dans les formes habituelles, le diagnostic positif est facile à poser. Il faut savoir évoquer un diagnostic différentiel ou une cause sous-jacente pour effectuer des examens adaptés en cas de forme atypique, par exemple la survenue d'un tableau de prééclampsie avant 20 semaines d'aménorrhée. En cas de prééclampsie, il est parfois difficile de prédire l'évolution et en particulier la survenue de complications. Des modèles ont été élaborés pour aider les cliniciens à évaluer ce risque. Dans un modèle reposant sur des données cliniques à l'admission, Van Dadelsen et ses collègues ont établi qu'il était possible de prédire avec une assez bonne fiabilité la survenue de complications sévères dans les 48 heures suivant cette admission. L'étude Prognosis, plus récemment, montre que le ratio SFLT1 sur PLGF en cas de suspicion de prééclampsie permet une prédiction optimale de la survenue de complications pour un seuil à 38. Pour en savoir plus, je vous renvoie au chapitre spécifique commenté par le professeur Franck Perrotin. L'éclampsie est, avec le HELP syndrome, l'évolution naturelle la plus fréquente de la prééclampsie et sans traitement, elle est systématiquement létale. Son incidence varie considérablement en fonction du niveau socio-économique des pays considérés. Les données épidémiologiques actuelles en France permettent d'estimer le risque aux alentours de 1 à 3% des prééclampsies, ce qui est un peu plus bas que dans la plupart des pays anglo-saxons. Cela représente néanmoins entre 250 et 1250 éclampsies par an en France, dont plus d'un quart surviennent avant 34 semaines d'aménorrhée. Les phénomènes qui la sous-tendent sont la vasoconstriction et l'œdème cérébral consécutifs à l'hypertension artérielle et l'hypoalbuminémie. Ils s'associent à des phénomènes d'hyperexcitabilité des membranes neuronales favorisés parfois par des lésions ischémo-hémorragiques. Cliniquement, l'hypertension intracrânienne liée à l'œdème cérébral et rétinien induit des céphalées précessives et des troubles visuels. L'hyperréflexivité ostéotendineuse étant quant à elle la traduction de l'hyperexcitabilité des cellules pyramidales du cortex cérébral. Comme dans les encéphalopathies hypertensives sévères, des AVC massifs sont possibles. Les atteintes postérieures intéressant les lobes occipitaux, impliqués dans la vision, sont les plus fréquentes. Certaines formes cliniquement bruyantes sont néanmoins réversibles avec des lésions caractéristiques en IRM, constituant ce qu'on appelle le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible. Les formes les plus graves s'accompagnent volontiers d'un état de mal convulsif
auquel s'associe volontiers une anoxie fœtale liée ou non à un hématome rétroplacentaire. Le traitement étiologique de l'éclampsie repose sur l'arrêt immédiat de la grossesse dans l'intérêt maternel et parfois fœtal. Le traitement obstétrical est précédé ou s'accompagne d'un traitement symptomatique de la crise convulsive, reposant avant tout sur le sulfate de magnésium et les benzodiazépines. Le traitement par sulfate de magnésium doit être surveillé attentivement car il peut être à l'origine d'une dépression respiratoire majeure, notamment en cas de surdosage. Le rôle préventif du sulfate de magnésium sur le développement des images chez l'enfant est controversé et il n'est montré qu'en cas d'administration, au moins 1 heure avant la naissance. Il a donc surtout un intérêt dans la prééclampsie à un terme précoce et en cas de césarienne programmée. Le risque de dépression respiratoire lié au sulfate de magnésium est corrélé à sa concentration plasmatique qui est toxique aux alentours de 5 mmol par litre. Cliniquement, le surdosage s'accompagne de manifestations cliniques qu'il faut impérativement dépister. En cas de surdosage, il faut interrompre la perfusion et administrer du gluconate de calcium en intraveinonnant à la dose de 1 g. Son utilisation permet néanmoins par rapport au diazépam, utilisé seul, de réduire la mortalité maternelle et le risque de récidive sans impact démontré sur les autres issues, y compris néonatales. C'est le traitement de référence car c'est le traitement le plus efficace. Le HELP syndrome a été décrit initialement par Weinstein au début des années 80, mais c'est Sibai qui a proposé le puissant acronyme de HELP en le décrivant comme un appel au secours. Il est la résultante biologique de la microangiopathie systémique à l'origine des perturbations biologiques suivantes, hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie. La classification la plus classique repose sur le taux de plaquettes, les types 1 étant les plus sévères et caractérisés par un taux de plaquettes inférieur à 50 Giga par litre. Le HELP syndrome complique près de 10% des prééclampsies et près de la moitié des éclampsies. Ils sont souvent observés en postpartum et fréquemment précédés d'une prise de poids massive et rapide, même s'ils peuvent arriver dans des formes sèches de prééclampsie, c'est-à-dire des formes de prééclampsie sans œdème. Tous les éléments de la triade ne sont pas forcément synchrones, et on peut observer par exemple une cytolyse ou une thrombopénie isolée. L'hémolyse sévère est rarement présente. Ces formes dissociées peuvent en imposer parfois pour d'autres pathologies, mais le contexte clinique général, hypertension artérielle, retard de croissance intra-utérin par exemple, aide souvent au diagnostic. Les formes principalement thrombopéniques peuvent faire discuter un PTT. Une forme avec une insuffisance hépatocellulaire fera évoquer une CHAG, alors que le SHU d'origine infectieuse habituellement sera discuté dans les formes de HELP avec une insuffisance rénale aiguë au premier plan. L'évolution du HELP syndrome est imprévisible avec des formes d'installation lente qui peuvent s'acutiser rapidement ou au contraire avec des formes d'emblée rapidement progressives. Le HELP syndrome est une complication grave de la prééclampsie qui évolue toujours défavorablement en l'absence de traitement. Même avec un traitement bien conduit, le HELP s'accompagne volontiers d'autres complications comme la coagulopathie ou l'hématome rétroplacentaire, eux-mêmes responsables d'hémorragie sévère du postpartum. Le temps est donc un paramètre important dans la prise en charge du HELP, et plus le diagnostic et la prise en charge sont retardés, et plus le pronostic maternel est sévère. Le HELP pouvant évoluer vers l'insuffisance hépatocellulaire ou vers des complications hémorragiques graves comme l'hématome intracrânien ou l'hématome sous-capsulaire du foie. Le traitement étiologique du HELP syndrome repose avant tout sur l'arrêt de la grossesse qui doit être immédiat après 34 semaines d'aménorrhée ou en cas de forme sévère, atteinte multiviscérale ou mauvaise tolérance clinique maternelle ou fœtale. Dans certains cas, l'expectative est acceptable, notamment quand il s'agit de pouvoir faire bénéficier le fœtus de la corticothérapie anténatale par bêtaméthasone. En revanche, la corticothérapie, quel que soit son mode de réalisation, n'a pas d'effet significatif sur le pronostic maternel. L'accouchement par voie basse est possible quand les conditions obstétricales habituelles sont remplies et lorsque l'état maternel et fœtal permettent d'accepter un délai supplémentaire. En cas de HELP du postpartum, le traitement est purement symptomatique.